quelle belle ville, quelle belle vie dans cette ville. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, cher Bertrand, Madame la maire du conseil municipal des jeunes, chère Sarah, mesdames et messieurs les représentants des administrations, messieurs les représentants des forces de l'ordre, mesdames et messieurs les représentants des entreprises locales, des bailleurs sociaux, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les architectes et promoteurs, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis. Une année supplémentaire vient donc de s'achever. C'est la 17e fois que j'ai le plaisir de vous recevoir pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. 17 ans. Certains jeunes qui entreront dans leur majorité cette année n'auront connu comme moi comme maire de Grande-Synthe depuis leur naissance. Mais comme le temps passe vite, incroyablement vite, il me semble que j'ai l'honneur de présider aux destinées de cette magnifique commune que depuis hier seulement, tant ma motivation est intacte, tant mon désir de faire encore plus est présent, tant ma volonté de me battre pour améliorer le quotidien de chacune et de chacun de ses habitants est forte, tant ma détermination est inébranlable, tant les projets que je souhaite réaliser sont encore nombreux. Et Dieu sait qu'avec les différentes équipes municipales qui m'ont accompagné fidèlement depuis ces 17 années, nous en avons déjà mené beaucoup de ces projets, en total respect avec les engagements électoraux que nous avions pris. Ce fut vrai pour ceux pris en 2001, puis en 2008, et enfin pour ceux que nous avons pris avec la population en mars 2014. À ce jour, sur les 83 propositions de ce programme de 2014 que nous nous étions engagés à mettre en œuvre, 80 sont d'ores et déjà réalisées. Il me reste 2 ans pour les 3 derniers. Car pour moi, la politique commence par cela, respecter ses engagements. C'est la base de la nécessaire relation de confiance entre les élus et les concitoyens. Si tous les élus, à quelque échelle où ils se situent, avaient respecté leurs engagements, nous ne serions pas dans un tel marasme politique aujourd'hui où plus aucun repère politique existe. Si un plus grand nombre d'élus avaient un minimum de courage ou d'audace pour sortir des sentiers battus et ne pas reproduire éternellement et encourager les politiques qui ont causé les problèmes qui se posent à la société tout entière depuis des décennies, alors nous n'en serions pas là. Si une majorité des personnes fait encore confiance aux maires de la commune, 64%, ils ne sont plus que 45% à faire confiance à leurs députés, et après 5 années de pouvoir, ils n'étaient plus que 25% à faire confiance au président de la République en janvier 2017. C'est un véritable désastre. Il est vraiment temps de réinstaurer cette relation de confiance, car la défiance a des répercussions redoutables, comme celle de faire croire qu'il n'y a plus de différence entre une politique de gauche et une politique de droite. C'est ce qui a amené le président de la République actuel à être élu, et à un gouvernement composé de personnes non miscibles au pouvoir. Et ce pouvoir est en train de faire des dégâts considérables pour nos populations, où les riches seront encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. D'ailleurs, la phrase odieuse que le président a prononcée lors de l'inauguration de cette entreprise de Xavier Niel est révélatrice. Dans une gare, vous croisez 2 types de personnes, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. C'est horrible qu'un président de la République ose cela aujourd'hui. Mais qui est-il pour se permettre et juger comme cela? Qu'a-t-il réussi, lui? L'ENA, c'est tout? Il n'a rien fait dans sa vie, aucun engagement, qu'il soit associatif, syndical, politique. Il n'a géré que les comptes bancaires de gens aisés dans sa banque d'affaires. Il n'a même jamais rencontré un client qui avait du mal à boucler ses fins de mois dans sa banque. Il ne sait absolument rien de la vraie vie. Si les chômeurs sont au chômage, ça serait de leur faute. Alors, on va contrôler les chômeurs, en les culpabilisant honteusement et en jetant le soupçon sur eux. Comme le souligne Rutger Bregman dans son livre « Les utopies réalistes », alors qu'on demande aux employés et aux salariés de faire sans arrêt preuve de leur force, on demande aux demandeurs d'emploi qu'ils démontrent leur faiblesse, qu'ils prouvent encore et encore qu'une maladie est suffisamment handicapante, qu'une dépression est suffisamment noire et que les chances d'être engagés sont suffisamment minces. Faute de quoi, il risque d'être radié, considéré comme un fraudeur. Formulaires, entretiens, appels, évaluations, consultations et encore des formulaires. Chaque demande d'aide à son protocole avilissant est dispendieux. Ça piétine la vie privée et l'estime de soi à un point inconcevable pour quiconque se trouve hors du système des aides. Cela crée un brouillard toxique de soupçons
dit encore une employée de Pôle emploi. Imposer de telles mesures de contrôle, c'est ne pas faire la guerre à la pauvreté, c'est faire la guerre aux pauvres. Le président et son gouvernement feraient mieux de combattre les fraudes fiscales et les paradis fiscaux. Voici ce qu'il en coûte, en fait, dans ces trois domaines. La fraude à l'emploi, c'est 60 millions d'euros, à Pôle emploi, pardon, c'est 60 millions d'euros par an. Mais la fraude fiscale, c'est 3,4 milliards d'euros par an. Et pire, l'évasion fiscale, c'est 60 milliards par an. Et pour combattre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, silence radio. Nous n'avons encore entendu aucune déclaration. Oui, ne nous y trompons pas. Toutes les mesures prises depuis quelques mois sont très orientées politiquement. Elles sont de droite et de droite très dures. La baisse des allocations personnalisées au logement, ou encore la fin des contrats aidés, qui touchent durement notre ville où nous comptions 110 emplois aidés dans les services municipaux. Car c'est un moyen de remettre le pied à l'étrier pour beaucoup. Un moyen de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit dans de nombreux cas. Le moyen aussi, ne nous en cachons pas, de réouvrir des droits. Ou enfin, le moyen d'aller jusqu'à la retraite pour celles et ceux qui sont restés longtemps sur le bord du chemin de l'emploi. Je suis le seul maire de France à avoir engagé dès septembre, soit quelques semaines seulement après l'annonce de leur suppression par le gouvernement durant l'été, un recours en Conseil d'État contre cette mesure, avec quelques associations nationales, malheureusement sans succès. Et puis, il y a eu aussi l'abolition du Code du travail, avec les conséquences extrêmement néfastes que l'on commence à voir déjà chez Pinky ou chez PSA, et qui se multiplieront à coup sûr dans l'avenir. C'est un véritable blanc-seing donné aux employeurs pour engager des plans massifs de suppression d'emplois. Oui, il y a bien une différence entre des politiques de gauche et des politiques de droite. Et ce n'est pas parce que des dirigeants et des partis de gauche n'ont pas respecté leurs engagements ou ont succombé aux desiderata du libéralisme en l'encourageant, en lui traçant la voie même. C'est dans souvent la simplicité, à la facilité plutôt que de camper sur leurs convictions. Il est vrai que ça n'est pas simple de se battre sans arrêt pour ses convictions. Vous ne vous faites pas que des amis quand vous ne tergiversez pas, quand vous restez cohérent avec vos idées, avec vos choix, avec vos orientations sociétales. C'est ce qui me vaut souvent d'être maudit par quelques-uns de mes collègues, incompris par certaines personnes. Mais une chose est sûre, c'est que personne ne pourra mettre à défaut ma cohérence. C'est le cas pour la décision que nous avons prise lors du dernier conseil municipal en nous prononçant contre le projet portuaire CAP 2020 tel qu'il nous a été présenté. Je le répète, nous sommes bien évidemment d'accord pour que le port se développe. C'est un atout incontournable du développement économique local. Mais cela ne peut se faire en ne tenant pas compte des différents plans que nous avons adoptés précédemment et des orientations nouvelles que nous donnons à notre agglomération. Par le plan de prévention de la pollution atmosphérique, par exemple. Et lorsque l'on sait sur notre agglomération que le taux de cancer des voies aérodigestives supérieures est 3 fois supérieur au reste de la France, on ne remet pas en cause les décisions qui limitent la production de polluants atmosphériques qui génèrent ces cancers. C'est le cas des millions de camions supplémentaires que ce projet amènera sur la 16 et sur les routes du port. Et pourtant, ce volet-là n'était absolument pas traité dans ce projet. Et je ne vous parle pas de la pollution générée par les super porte-conteneurs que l'on veut accueillir. À ce jour, un seul d'entre eux pollue autant qu'1 million de véhicules lorsqu'il manœuvre. Le plan de prévention des bruits dans l'environnement aussi. Là encore, lors de son adoption il y a 3 ans à la communauté urbaine, un cardiologue belge est venu présenter les études conduites sur le lien entre le bruit dans l'environnement et les maladies cardiovasculaires. Une augmentation de 1 décibel dans l'environnement peut engendrer une augmentation de 3% de maladies cardiovasculaires. C'est énorme. Et la carte des bruits de notre agglomération, outre dans la zone industrielle ou portuaire, montre que c'est le long de la 16, avec un trafic poids lourd d'ores et déjà extrêmement important, que se situent les zones les plus exposées au bruit. Les habitants de notre agglomération, qui vivent le long de cette autoroute, sont déjà frappés par une double peine, la pollution et le bruit. Il est donc, à mon sens, de notre devoir d'élu de veiller à ne pas en rajouter, mais au contraire, de corriger ces problèmes. Et puis le plan d'aménagement du développement durable de l'agglomération, en cours d'adoption dans les différents conseils municipaux des communes de Dunkerquois, et qui vise à rendre notre agglomération plus attractive en diversifiant son économie. Avec son projet, on passe du tout industriel au tout conteneur. On ne peut vraiment pas appeler ça une diversification. Pas plus que dans le projet présenté, on travaille au maintien de l'industrie présente.
Ce thème n'est abordé que dans une colonne d'une page d'un projet qui en comporte 200. Vous le savez, pourtant, je ne suis pas un fan du modèle de développement économique tel qu'il a été développé ces dernières décennies sur notre agglomération. Mais en attendant de le diversifier et de le réorienter, ce qui va prendre un certain temps, il faut le maintenir en place pour éviter toute catastrophe sociale. C'est pourquoi je travaille avec ces entreprises pour chercher les moyens de polluer moins, par exemple. Le test que nous venons de faire avec la communauté urbaine au centre de valorisation énergétique pour capter les métaux lourds et les NOx, ces gaz très toxiques lorsque les valeurs excèdent un certain seuil, est extrêmement concluant. Ils sont pratiquement tous anéantis ou captés. TerraOtherm, l'entreprise qui a travaillé sur ces tests et dont nous avons permis l'émergence ici à Grande-Synthe et qui a déjà créé 20 emplois, a réalisé ce texte, dont les résultats ont été analysés par un laboratoire complètement indépendant. Nous développerons donc cette solution partout où nous pourrons pour améliorer notablement la qualité de l'air de notre agglomération. Et nous travaillons d'ores et déjà à la captation de CO2. C'est un des engagements qui figure dans notre programme électoral. Car la captation de CO2 est un enjeu local, mais aussi un enjeu environnemental de première importance, car il est à l'origine du changement climatique. Et le changement climatique s'accélère, comme viennent encore de le prouver plus de 15 000 spécialistes internationaux. Nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire, non pas de 2 degrés d'augmentation en 2100, comme le stipule l'accord de Paris, mais sur une trajectoire de 5 degrés. Et pour vous donner une idée, 5 degrés de différence, c'est la différence entre le climat d'aujourd'hui et la période glaciaire d'il y a 20 000 ans. Et nous sommes prêts à bouleverser tout cela en à peine un siècle. Mais pour qui nous prenons-nous? Il ne s'agit même plus de nos arrière-petits-enfants, mais bien de nos petits-enfants. Qui peut s'octroyer le droit de mettre leur avenir en péril? Il est donc urgent d'agir et de ne rien céder à quiconque. En tout cas, c'est mon combat de tous les instants. Comme Pierre Rabhi, je préfère que mes petits-enfants apprennent un jour que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lutter contre le changement climatique, alors que je savais ce qui pouvait se passer, plutôt que d'apprendre que je n'ai rien fait du tout. Et cela doit être vrai pour chacune et chacun d'entre nous, car chacun peut agir, quelle que soit sa place dans la société. À part quelques fous, qui ne souhaite pas le meilleur pour ses enfants et ses petits-enfants? Voilà pourquoi nous ne sommes pas favorables au projet portuaire tel qu'il nous a été présenté. La position des élus de la ville de Grande-Synthe ne devrait pourtant plus surprendre grand monde. Nous nous étions déjà opposés au terminal méthanier à l'époque. Je persiste à dire que nous avions eu raison. Nous sommes cohérents dans nos choix et dans nos politiques. C'est une des spécificités fortes de notre ville. Seul compte pour nous le bien-être de la population dans son ensemble. Et tant pis si cela nous coûte quelques inimitiés, si cela énerve. Nous continuerons sur cette voie car nous sommes convaincus que c'est la plus bénéfique pour la population. On me retorque souvent qu'il s'agit d'emploi. C'est vrai que l'emploi est important pour vivre. Mais rappelez-vous que lors de cette même cérémonie d'échange de vœux, ces 2 ou 3 dernières années, j'évoquais qu'il sera impossible à l'avenir de trouver un emploi pour tous. Pensez-vous sincèrement que la France puisse créer les 5 millions d'emplois nécessaires aujourd'hui et qu'en plus, on soit capable de trouver une solution satisfaisante aux 3 millions de travailleurs pauvres aujourd'hui? Tout cela en retardant l'âge de retraite, en exonérant de charges les heures supplémentaires et en remettant en cause les 35 heures? Il n'y a que les mauvais politiques, véritablement en manque d'inspiration, qui puissent aujourd'hui promettre ça. Ou ceux qui affirment que leurs promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et j'en connais. Nous pensons différemment. Tout d'abord, nous sommes convaincus ici, à Grande-Synthe, que le revenu de base, ou revenu inconditionnel d'autonomie, comme on veut l'appeler, sera incontournable très rapidement. Souvenez-vous qu'ici, à Grande-Synthe, avant le revenu minimum d'insertion créé en 1988 par Michel Rocard, existait le minimum social garanti mis en place par la commune. Il permettait à chacun de vivre dans un minimum de dignité. Lorsque le Premier ministre d'alors souhaite mettre en place un dispositif qui apporte un minimum de ressources aux 2 millions de Français qui en sont privés à l'époque, il envoie une délégation ici, à Grande-Synthe, pour voir ce qu'il se faisait avec ce minimum social garanti. C'est pourquoi je vous annonce qu'après avoir signé une tribune demandant que le département du Nord s'engage dans ce dispositif, nous allons lancer une étude pour la mise en place d'une expérimentation d'un revenu de base ici à Grande-Synthe, renouant avec un passé pas si lointain de laboratoire social. Nous allons recruter un doctorant qui mènera les études nécessaires
et nous accompagnera dans les différentes et nombreuses démarches. J'ai eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec Benoît Hamon il y a quelques semaines, lui qui portait ce formidable projet lors de la dernière campagne présidentielle. J'ai aussi échangé avec les membres du mouvement français pour le revenu de base qui nous accompagneront. Nous sommes la première commune de France à nous engager sur cette voie. Et c'est une fierté, même si le chemin ne sera pas de tout repos. Mais pas plus que d'autres. Et finalement, cela ne nous fait pas reculer, au contraire même. Bien évidemment, nous vous informerons très régulièrement sur ce sujet. Alors, étude ne veut pas dire mise en place immédiate. C'est pourquoi il faut agir, pour permettre à chacun de trouver une solution. C'est ce que nous faisons aussi avec l'appui de la Maison de l'Initiative et de BGE Flandre Création, en déployant dès cette année un dispositif d'accompagnement spécifique auprès des Grands Saintois pour stimuler et concrétiser les initiatives économiques et les projets entrepreneuriaux solidaires. Et ce, en lien avec la dynamique de transition dans le domaine du développement durable, donc. Nous sommes soutenus par l'agence France Entrepreneur sur ce sujet. Profitons du fait que notre commune soit devenue une référence nationale, reconnue en matière de développement durable, pour initier des entreprises dans les nombreux secteurs d'activité de ce domaine. C'est déjà ce qui s'est passé finalement avec Terra au Terme. Et puis il faut créer les conditions pour générer de l'emploi. Je suis convaincu, mais comme de nombreux autres chercheurs et économistes en France, que c'est dans l'agriculture que nous créerons le plus d'emplois grâce à l'agroécologie. C'est pourquoi nous avons fait l'acquisition de terrains et de bâtiments de la ferme Priester, un ancien maraîcher de la ville. Je le remercie d'ailleurs de n'avoir voulu vendre qu'à la ville. Un peu moins de 10 hectares de terre sur lesquels nous voulons installer de jeunes maraîchers en bio, en divisant les terrains en 3 ou 4 parcelles. Nous avons fait les démarches pour pouvoir labelliser les terres en bio. Vous savez qu'il faut 3 ans de culture sans pesticides afin de pouvoir obtenir ce fameux label bio. Le certificateur est passé en novembre et il attribuera le label fin 2018. Nous sommes d'ores et déjà en période de conversion cette année. Là encore, les rencontres que j'ai pu avoir avec des ingénieurs agronomes m'ont confirmé la possibilité pour un paysan de vivre correctement de sa production sur un terrain de 1 à 1,5 hectares par personne. Nous avons aussi fait faire des analyses de sol par Emmanuel Bourguignon, ingénieur agronome et fils des célèbres défenseurs des sols vivants, de la biodynamie et des méthodes agro-sylvopastorales, Pierre et Lydia Bourguignon. Ces études pour connaître précisément les cultures que nous pourrions mettre derrière le stadium du littoral, pour y implanter là aussi un jeune maraîcher en recherche de terre sur 10 hectares, ou des personnes qui souhaiteraient se recycler, et elles sont de plus en plus nombreuses dans ce domaine. Et puis, nous avons aussi renouvelé les campagnes d'analyse des sols, pour savoir s'ils étaient contaminés par des métaux lourds ou quelques polluants que ce soit. Et comme en 2006, comme en 2011, les résultats de 2017 sont excellents. Tous les résultats sont très largement en deçà des normes européennes et françaises. Nous procéderons à l'acquisition d'autres terres cette année, pour pouvoir créer de véritables filières. Et puis la ferme des Jésuites, qui a reçu un peu plus de 30 personnes en insertion en maraîchage cette année, est elle aussi passée en bio sur toutes ses cultures. Merci au groupe Vitamine T de nous accompagner dans cette démarche. Enfin, nous avons appris il y a quelques jours, fin décembre, que le groupe Auchan allait lui aussi implanter de jeunes maraîchers en agroécologie sur les 4 hectares de terrain entre l'ancienne sécherie de Chicorée-Ringot et la ferme des Jésuites. Ils fourniront directement le magasin en circuit court. Le groupe teste le modèle sur 3 ou 4 secteurs dans le Nord et s'il s'avère concluant, ils le développeront à l'international. Je suis heureux d'être parvenu à convaincre le fondateur du groupe nordiste lors d'une rencontre épique dans mon bureau il y a à peu près 2 ans, puis cette année encore, que le modèle de l'industrie agroalimentaire que les supermarchés, les hypermarchés avaient mis en place était catastrophique pour la santé et pour l'environnement. Cela fera 50 ans, au mois de septembre, que je suis Grand Saintois. Arrivé en 68, avec mes parents et mes 5 frères et sœurs, j'ai vu grandir cette ville. J'ai vécu toutes ces évolutions. J'ai vu doubler le nombre d'habitants, passer de 12 559 en 68 à 26 231 en 82. Puis à partir de là, j'ai vu aussi les habitants partir un peu, pour passer sous la barre des 21 000 habitants. C'est donc avec plaisir que je la vois croître depuis 2 ans, avec 23 666 habitants recensés par l'INSEE au 1er janvier 2017, et encore un peu plus encore au 1er janvier 2018, avec 23 878 habitants. En 2001, j'avais dit dans mon programme que la ville était faite, conçue, prête, dimensionnée en termes de structure et de services,
pour accueillir convenablement 24 000 personnes. Le projet d'écoquartier, qui pourrait ressembler à un serpent de mer depuis plus de 10 ans que je l'évoque, mais qui a pris de gros retards administratifs dans les services communautaires, commencera à sortir de terre en 2018, c'est promis. Je vous rappelle que ce projet prévoit la construction de 500 logements au total, soit environ 1300 à 1500 habitants. D'ici 2 ans, nous parviendrons donc à cet objectif que je m'étais fixé il y a 17 ans. Si ce n'est pas de la persévérance, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et nous en avons fait du travail en 17 ans pour en arriver là, sur tous les plans, sur tous les fronts, tant sur celui de la prévention de la délinquance que celui de l'éducation, du logement, du développement culturel, du social, de l'animation, du sport, de l'environnement ou de l'urbanisme. Cette ville et ses habitants ont une dynamique extraordinaire. La rétrospective en images que nous avons pu voir avant mon intervention est éloquente à ce sujet. J'ai même failli ne pas écrire de discours, tant je pensais que ces images suffisaient à elles-mêmes. Vous avez vu ces milliers de personnes, de la plus jeune à la plus âgée, occupées, se rendre dans l'espace public, profitant de toutes les manifestations organisées, mais très souvent organisant elles-mêmes les manifestations, ce qui est encore plus remarquable. Cette ville a une âme incroyable. Vous êtes incroyables, vous toutes et vous tous, les acteurs de cette solidarité, de cette fraternité exceptionnelle que l'on vit ici. C'est d'ailleurs ce qui a frappé une réalisatrice de documentaire, Béatrice Camura-Jaude, il y a 2 ans, quand elle est venue présenter un documentaire au Varlin un soir. Elle a vite perçu qu'il se jouait ici des choses qui ne se jouaient pas ailleurs. Alors elle est revenue pour en avoir le cœur net. Elle est restée plusieurs jours, a rencontré plein de monde, dehors, sur le marché, dans les rues, dans les associations. Nous avons longuement échangé aussi. Et puis elle s'est dit, il faut absolument montrer ce qui se fait ici partout en France. Grande-Synthe est très connue aujourd'hui pour avoir su accueillir des réfugiés, mais ça n'est qu'un révélateur et plein d'autres choses qu'il faut absolument que toute la France découvre. Alors elle a filmé, pendant près d'1 an, des heures durant, tout, partout. Elle a interviewé énormément de monde, trop même, elle ne pourra pas tout mettre dans le film. Grande-Synthe, la ville où tout se joue, c'est le titre de ce documentaire, sortira à la fin du printemps dans tous les cinémas de France, espère-t-elle. Même si la STV va coproduire le film, Béatrice Jaude cherche encore des financements pour mener son projet à bout, car pour réaliser des copies, faire la promotion, assurer la diffusion d'un film, ça coûte beaucoup d'argent. Elle a donc lancé un financement participatif sur le site zest.coop. Si vous voulez participer à cette action de promotion de notre ville partout en France, alors je vous invite à participer, juste en fonction de ce que vous pouvez. Un autre spécialiste, Rob Hopkins, comme nous l'avons vu dans la rétro tout à l'heure, est lui aussi venu sur la ville il y a quelques semaines. Pour moi, en tant que véritable spécialiste international, il est le chantre de la transition. Son jugement était très important et il nous a félicités pour tout le travail qu'il a jugé incroyable qui était accompli sur Grande-Synthe pour, avec et par les habitants eux-mêmes. Il est resté toute une matinée sur la ville. Nous avons discuté énergie, mobilité, production agricole, économie circulaire, économie du partage. Il est allé constater sur place, dans les jardins partagés, à Troc&Co, au Petit Emmaüs, dans la forêt qui se mange, discuter directement avec les habitants. Alors quoi de plus normal, quand même lorsque des personnes extérieures de la ville deviennent admiratives de tout ce que réalisent les habitants de cette commune, que nous, élus, donnions à ces habitants de quoi vivre dans les meilleures conditions et s'épanouir constamment. C'est pour cela que nous avons inauguré en décembre dernier la Maison de la Citoyenneté. C'est pour cela que nous avons lancé le 2e budget participatif après avoir réalisé les projets du 1er budget. Je vous rappelle juste qu'avec 500 000 €, c'est le plus gros budget participatif de France au regard du nombre d'habitants. C'est pour cela que les travaux de démolition de l'ancien centre de santé vont démarrer prochainement pour faire face à un nouvel équipement qui rappellera notre passé maraîcher ici à Grande-Synthe, en plein centre-ville, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et cet équipement est conçu selon la norme Cradle to Cradle, ce qui veut dire du berceau au berceau. Une très grande partie des matériaux utilisés pour sa construction sera d'origine renouvelable et pourrait retourner directement à la terre s'il devait être démoli dans l'avenir. La lumière naturelle, la qualité de l'air, le confort au travail, tout est contrôlé. Après avoir eu ici à Grande-Synthe les premiers logements passifs de l'agglomération, nous aurons le premier équipement Cradle to Cradle. Vouloir être une ville durable ne se décrète pas, ça se fait, et nous la faisons. Le futur centre de santé
qui s'appelle désormais Espace Santé du Littoral, après avoir fusionné avec la maison de promotion de santé de Dunkerque, prendra possession de son nouvel écrin courant 2019. Pour préserver son patrimoine santé ô combien précieux, rien de tel que l'activité. Le vélo, par exemple. Et nous allons continuer à favoriser son utilisation en allongeant encore et encore les pistes cyclables sur la ville. Avec la prime pour l'achat d'un vélo que nous avons instaurée en juin dernier, vous avez été plus de 600 à déposer un dossier en mairie. Il en a coûté près de 70 000 € à la ville. Mais je dois vous avouer que nous sommes intimement convaincus que ce genre de dépense est extrêmement profitable aux habitants. Et puis à la fin de ce premier semestre 2018, nous aurons les résultats de l'étude en cours sur les perturbateurs endocriniens. Là encore, la plus vaste étude jamais réalisée en France. Nous avons eu quelque peu de mal à convaincre les habitants à venir se faire prélever 3 cm de cheveux pour cette étude. Parce que, nous disait-il, les résultats ne seraient pas connus individuellement pour des raisons déontologiques. Mais c'est important aussi de participer à des études collectives, car finalement c'est profitable à chacun de nous. En tout cas, nous attendrons ces résultats avec beaucoup d'intérêt, car c'est après que beaucoup va se jouer. C'est dans l'information, dans la prévention, dans l'attention apportée aux produits et aux matériaux que nous utilisons. Les perturbateurs endocriniens envahissent notre quotidien. C'est un véritable fléau que nous pouvons pourtant facilement éradiquer en grande partie. J'ai eu l'occasion en septembre dernier de participer à une conférence très intéressante avec André Cicolella sur les perturbateurs endocriniens organisée par le réseau Environnement Santé. Parmi les intervenants, il y avait notamment le professeur Laurent Storm, chef du service de réanimation néonatale à la maternité Jeanne de Flandre de Lille. Il nous montrait comment notre santé est en partie génétiquement programmée du jour de notre naissance à notre mort, et que donc notre environnement l'impacte. Il a mis en œuvre à Jeanne de Flandre le programme 1000 jours de l'Organisation mondiale de la santé, allant de la conception de l'enfant à ses 2 ans. En éradiquant tous les perturbateurs endocriniens durant cette période déterminante, on évite beaucoup de maladies chroniques que l'enfant pourrait contracter durant sa vie d'adulte, voire de personne âgée. Il est donc important d'être très vigilant là aussi. C'est ce que nous voulons montrer et mettre en œuvre à travers cette étude. Enfin, en matière de santé, il y a l'incontournable polyclinique ici à Grande-Synthe. Et c'est un combat de tous les jours que cet équipement. Mais comme tout combat, lorsqu'il est bien mené, rigoureux, constant, honnête, il porte ses fruits. Tout d'abord sur le plan financier. Nous terminons pour la 3e année consécutive avec un résultat financier excédentaire, signe d'une bonne activité et d'une bonne gestion. Merci à vous et à vos cadres, Madame la Directrice. Nous devons toutefois poursuivre nos efforts, car les modes de financement vont à nouveau être chamboulés et que nous ignorons aujourd'hui encore comment cela va se répercuter ici à la Polyclinique. Cette année marquera une étape importante, puisque la maternité rejoindra le site de l'hôpital de Dunkerque, certainement début septembre. Nous n'aurons plus dans l'avenir d'enfants qui naîtront à Grande-Synthe, comme c'est le cas depuis 1977. Mais nous conserverons de nombreux services qui profiteront directement à la population. Sans attendre ce départ, nous commencerons les travaux pour accueillir les 80 lits de l'unité de soins de longue durée dans nos services le plus rapidement possible. Notre projet de pôle d'excellence gériatrique prend vraiment corps. Après avoir fêté ses 40 ans en 2017, nous allons refaire une jeunesse à la Poly. D'importants travaux à la place du restaurant, puis au-dessus du restaurant, où l'on va rajouter un étage et puis sur tout le premier étage. Il s'agit de répondre aux normes pour accueillir les patients de la pergola dans des conditions optimales à la Polyclinique. Vous l'avez vu, nous faisons régulièrement depuis 40 ans des travaux de rénovation d'étages. En 2017, nous avons réalisé l'accueil et le service de radio qui en avaient bien besoin. Nous profiterons aussi de ces travaux pour refaire complètement l'isolation thermique du bâtiment et économiser près de 200 000 € sur les factures énergétiques. Le bâtiment est un peu défraîchi, il sera bardé de bois, ce qui permettra son intégration parfaite avec le jardin public voisin. Nous avons aussi recruté d'excellents radiologues qui permettent de répondre beaucoup plus rapidement désormais aux demandes de rendez-vous des habitants. Nous faisons donc le maximum pour pouvoir vous accueillir du mieux possible. Mais sans vous, la Polyclinique ne peut pas vivre. Je vous souhaite donc d'être en excellente santé en 2018. Mais nous ne sommes jamais à l'abri de petits pépins parfois. Alors n'hésitez pas, allez à la Poly. Si ce sont les pompiers qui vous conduisent ailleurs, n'hésitez pas à demander à être conduit aux urgences de la Polyclinique. C'est votre droit le plus strict. Nous avons besoin de vous aussi là. La Polyclinique, c'est un des gros employeurs de la ville, avec près de 400 employés.
Je ne reviendrai pas sur les nombreuses actions qui jalonnent le quotidien des habitants en matière de sport, de culture, d'animation, d'intergénération. Plutôt que de longs discours, vous avez vu les images tout à l'heure de tous ces moments qui rythment la vie locale. Je voudrais juste revenir quelques instants sur les rythmes scolaires. Nous avons décidé, dès que cela a été possible, de revenir à la semaine de 4 jours et demi d'école sur la ville, car il y va de l'intérêt de l'enfant. 4 jours et demi d'école permet de mieux apprendre. Ça permet à l'enfant d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage. Il y va donc uniquement de l'intérêt de l'enfant, et c'est cela seul qui nous préoccupe et préside à nos choix. Toutes les expertises le disent. D'ailleurs, nous souvenons-nous que la semaine des 4 jours était une invention de Nicolas Sarkozy, qui n'a été en place que 5 ans, de 2008 à 2013. Vous, comme moi, sommes allés à l'école au moins 4 jours et demi par semaine, et tout allait bien. J'ai la prétention de dire que ça ne nous a pas trop mal réussi. Nous resterons donc sur ce rythme. Même si d'autres collectivités choisissent de revenir à 4 jours, ce n'est pas leur choix qui influencera le nôtre. Nous sommes prêts aussi, comme nous l'avons dit aux parents, à adapter l'organisation, comme nous l'avons fait avec l'école Pierre et Marie Curie, dès lors qu'il y a un vrai projet de la part de l'école de travail sur les rythmes d'apprentissage. C'est comme cela, nous en sommes convaincus, que nous mettrons toutes les chances de réussite au service des enfants. Sur le plan urbain, enfin, avec la livraison des maisons dans le prolongement de la rue Victor Hugo, nous avons enfin terminé le centre-ville. Nous avions commencé les travaux en 2002. 15 ans pour refaire complètement un centre digne de notre ville. Je voudrais tenter de rassurer les habitants de l'îlot des Peintres maintenant. Le directeur de l'Agence nationale de renouvellement urbain sera sur Dunkerque pour signer le protocole de préfiguration du projet en rue de la CUDE dans lequel figure l'îlot des Peintres le mardi 23 janvier, donc dans une dizaine de jours. La Tour-le-Jeune devrait donc avoir son avenir scellé dès cette signature et on pourra donc avancer sur les relogements en vue de sa démolition. Les négociations se poursuivent avec Partenor Habitat pour obtenir définitivement la démolition des 2 autres tours, de la Croix et la Tour. Là encore, la décision scandaleuse du gouvernement de taper dans les caisses des bailleurs sociaux pour ne pas avoir à mettre d'argent de l'État dans les opérations urbaines complique énormément la tâche, car les bailleurs se trouvent désormais dépourvus de fonds propres pour faire face à la fois à la maintenance de leur patrimoine, aux opérations de réhabilitation et de démolition et de reconstruction. Les discussions sont toutefois en bonne voie pour trouver une solution satisfaisant les 2 parties, mais surtout pour moi, la satisfaction des habitants. Nous devrions donc être fixés dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Bien évidemment, nous informerons les résidents dès que la décision sera prise. Pour chauffer ces futures résidences, mais aussi tous les équipements publics de la ville, et lorsque les travaux seront achevés, la polyclinique aussi, la CUDE va réaliser un réseau de chauffage urbain sur la ville. Il s'agit d'aller récupérer de la chaleur, de la vapeur d'eau à 140 degrés, qui chauffe aujourd'hui les oiseaux à ArcelorMittal, à quelques hectomètres d'ici. C'est ce grand panache blanc que l'on voit en permanence à côté d'ici. On va se servir de cette vapeur d'eau pour chauffer la piscine des écoles, les salles de sport, les services techniques et quelques centaines de logements. Nous sommes en cours de procédure de négociation à la communauté urbaine. C'est moi qui mène personnellement les discussions puisque c'est dans mon domaine de compétences communautaires. Si un accord satisfaisant est trouvé et que nous obtenons les aides de l'ADEME et européennes auxquelles nous pouvons prétendre, des travaux pourront démarrer en fin d'année pour s'achever en 2020. Nous économiserons ainsi plusieurs millions de tonnes de CO2 tout en contrôlant le prix de l'énergie puisqu'elle ne subira pas les fluctuations des cours du gaz et du pétrole. C'est donc un projet s'inscrivant parfaitement dans nos projets politiques. Enfin, nous travaillons actuellement sur nos entrées de ville pour les rendre plus agréables, moins rapides qu'aujourd'hui. Comme nous l'avons fait rue Denis-Papin, juste en face du Palais du Littoral, ou encore sur l'avenue du Général de Gaulle. Nous prévoyons aussi de réduire la largeur de l'avenue du Bedou. Il y a le marché, effectivement, sur cette avenue, mais le marché n'a lieu que 5 heures par semaine. Les autres 163 heures de la semaine, cette avenue est immensément large et beaucoup trop rapide, comme le boulevard des Flandres ou le boulevard des Fédérés, par exemple. Le centre-ville pourrait lui aussi connaître des modifications en envisageant de le passer en zone de rencontre. Dès que nous aurons des esquisses, nous reviendrons vers vous pour vous les présenter et en discuter. Dans 7 mois et demi, le bus sera gratuit. Il sera aussi plus fréquent et plus rapide. Il sera ponctuel. Il faudra désormais tenir compte de cet énorme atout pour réfléchir au schéma de circulation et retrouver un peu de sérénité en matière de nuisances automobiles.
Je ne conclurai pas mon propos ce matin sans aborder la question des réfugiés présents sur notre ville. Ils sont, à ce jour, près de 200 à l'espace jeune du Moulin que nous avons ouvert pour la période hivernale et plus d'une centaine se trouvent encore au Puy-Touc. L'espace jeune est malheureusement plein. Je ne cesse de réclamer qu'un centre d'accueil d'orientation puisse ouvrir sur l'agglomération. Nous sommes prêts à l'accueillir sur la commune. Mais le ministre de l'Intérieur s'y refuse catégoriquement, se réfugiant bêtement derrière la fameuse et absurde théorie de l'appel d'air. J'ai eu beau lui expliquer que le seul appel d'air que je connaisse s'appelle Grande-Bretagne. Il n'en démord pas, pensant mieux savoir que tout le monde, associations, organisations non gouvernementales, élus locaux, spécialistes de migration. Si le camp que nous avions réalisé a connu la triste fin que nous connaissons, c'est déjà parce qu'il manquait de place un peu partout sur le littoral afin de se répartir l'accueil. Mais il manque aussi cruellement de place en France. La seule stratégie de ce gouvernement semble être l'usage de la force et de la dissuasion à n'importe quel prix. Comme cet accord avec la Libye, où on sait maintenant que les réfugiés sont réduits en esclavage, sont battus, torturés. Oui, cette question me préoccupe, car quel que soit leur statut, réfugiés, exilés, migrants économiques ou pas, il s'agit avant tout d'êtres humains. J'ai relu il y a quelques jours un livre écrit par mon père en 1993, un an après qu'il ait démissionné de son poste de maire. À cette époque, nous ne connaissions pas le problème de l'accueil des réfugiés. Pourtant, il écrivait en parlant de politique de solidarité, aider à comprendre pour que ceux qui ont plus et qui sont plus ouvrent les cœurs et leurs actions à ceux qui ont moins et qui sont moins, et ce sont souvent les mêmes, y compris avec une dimension qui dépasse les frontières. C'est pleinement d'actualité aujourd'hui. Et je suis scandalisé par le projet de loi que prépare le gouvernement. Je m'emploierai à le dénoncer, à le combattre. C'est pour cela que nous accueillerons ici à Grande-Synthe, les 1er et 2 mars prochains, une convention nationale sur l'accueil et les migrations. Cette convention rassemblera des maires français, allemands, grecs, espagnols, italiens, belges, africains même, des parlementaires français et européens, des ONG, des spécialistes, mais aussi énormément d'associations qui s'organisent d'ores et déjà depuis quelques semaines, des états généraux des migrations à travers toute la France. La finalité de cette convention est d'adopter un manifeste en affirmant que d'autres politiques sont possibles, qu'il n'y a certainement pas une solution, mais des solutions à élaborer tous ensemble, États, élus, ONG, associations. Vous êtes bien sûr tous cordialement invités, il faudra juste s'inscrire pour des raisons logistiques. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2018. Qu'elle vous apporte une santé à toute épreuve. Qu'elle voie se concrétiser vos espoirs et vos rêves aussi. Qu'elle vous permette de mieux vivre, ensemble, humblement. Je formule le vœu que 2018 soit généreuse, accueillante et fraternelle. Qu'elle voie les solidarités se renforcer et non le repli sur soi grandir encore. Bonne et heureuse année 2018. Merci de votre attention. Merci. Je vous invite à poursuivre cette cérémonie par un moment de convivialité dans le hall d'accueil. À tout de suite.